Madame Fraya, la femme qui a prédit la Première Guerre mondiale. Mystère, prophétie et célébrité à la belle époque. Née Valentine d'Ancos en 1871 à Paris, Madame Fraya est l'une des figures majeures de la chiromancie et de la voyance en France. Issue d'une famille d'origine espagnole, elle se passionne très tôt pour les sciences occultes. En effet, son père, haut fonctionnaire au ministère des Finances, possédait déjà, par intermittence, il est vrai, ce fameux don de voyance. Seuls ses intimes étaient au courant de ce que l'on considérait alors comme une anomalie. Une anomalie un peu particulière, car à l'inverse de la plupart des devins dont la clairvoyance s'exerce au profit d'autrui, M. d'Ancos, lui, connaissait surtout son propre avenir. Et c'est ainsi que des années à l'avance, il avait prédit la date exacte de sa mort. « Je mourrai avant l'hiver », avait-il dit aux siens, un 1er novembre, à minuit, vers ma 75e année, sans souffrance ni agonie. Je garderai ma lucidité jusqu'au bout. Dès les années 1900, Madame Fraya se forge donc une réputation solide dans les milieux intellectuels et aristocratiques de la capitale. Son nom devient synonyme de clairvoyance, de mystère et de controverse. Ce qui distingue en fait Madame Fraya de ses contemporains, c'est sans doute la qualité de sa clientèle. Politiques, écrivains, artistes, industriels, tous, à un moment ou un autre, ont consulté cette voyante un peu énigmatique. On rapporte qu'elle aurait rencontré des personnalités comme Marcel Proust, Sarah Bernard ou encore le président Raymond Poincaré. Les salons parisiens bruissent alors des prédictions de Madame Fraya, certaines d'une précision troublante. L'un des épisodes les plus célèbres de sa carrière est sa prédiction de la Première Guerre mondiale. Dès 1911, Madame Fraya aurait annoncé un conflit de grande envergure qui bouleverserait l'Europe, provoquant scepticisme et rumeurs dans les cercles qu'elle fréquentait alors. Et lorsque la Grande Guerre éclate en 1914, sa réputation en sort renforcée. Et c'est durant cette Grande Guerre que Madame Fraya connaît sa période de plus intense activité publique. Tandis que la France est plongée dans l'horreur du conflit, ses talents de voyante prennent une dimension presque sacrée. De nombreuses familles, désespérées de ne plus avoir de nouvelles de leurs proches au front, viennent la consulter. Parfois, une seule date, un nom ou une médaille suffit pour qu'elle établisse un contact ou formule une intuition. Dans certains cas, elle rassure. Votre fils est prisonnier en Allemagne, mais vivant. Dans d'autres, elle annonce le pire. Il ne reviendra pas, mais il est mort avec courage. Et si ces prédictions ne pouvaient être vérifiées immédiatement, bien entendu, leur puissance psychologique était considérable. On venait chez Madame Fraya non seulement pour connaître l'avenir, mais pour trouver aussi un sens à l'inconcevable. Elle tenait également des séances de spiritisme, parfois en petit comité, afin de communiquer avec les âmes disparues. Des veuves, des mères, des soldats revenus traumatisés y assistaient, dans l'espoir de trouver apaisement ou réponse. Son attitude pendant cette période lui a valu un profond respect, même chez ses détracteurs. Elle ne cherchait pas à s'enrichir indûment et acceptait souvent de recevoir les plus modestes gratuitement. Certains journaux la surnommèrent alors la Sibylle de la patrie. À une époque où la frontière entre spiritualisme, ésotérisme et science était beaucoup moins tranchée qu'aujourd'hui,
Madame Fraya a bénéficié d'une étonnante proximité avec le pouvoir. Elle a été consultée de manière discrète mais régulière par plusieurs personnalités politiques de la Troisième République. On lui prête des entretiens avec Raymond Poincaré, que j'évoquais tout à l'heure, président de la République française de 1913 à 1920, qui aurait trouvé en elle un baromètre psychique à une époque de tensions internationales. Des rumeurs, jamais confirmées, laissent entendre également qu'elle aurait été approchée par des membres de l'état-major militaire pour obtenir des perceptions sur l'issue de certaines batailles. Madame Fraya n'a jamais revendiqué un quelconque rôle de conseillère politique, bien entendu, mais son réseau mondain lui ouvrait des portes, notamment celles des ministères et des ambassades. Elle fréquentait également des figures influentes comme Gabriel Hanotaux, diplomate et historien, ou encore Aristide Briand, prix Nobel de la paix. Et même si ces conseils n'étaient pas toujours suivis, on leur prêtait une certaine valeur, notamment dans les périodes de crise. Et c'est là où moi-même j'ai trouvé que la place et le positionnement de cette femme étaient très intéressants. Parce qu'à une époque où la science s'impose progressivement comme la référence ultime en matière de vérité, on va dire, Madame Fraya incarne un paradoxe assez fascinant. C'est celui d'une femme qui est ancrée dans les sphères du mysticisme, mais qui cherche, sans renier ses dons, à dialoguer avec la raison. Et contrairement à certaines de ses contemporaines qui se contentaient de lectures sensationnalistes ou de séances de spiritisme de salon, Madame Fraya, elle s'efforce en fait d'intellectualiser son approche de la voyance. C'est un taureau ascendant Capricorne avec un milieu du ciel en Scorpion. Alors elle s'intéresse de près à la psychologie naissante, notamment aux travaux de figures comme Pierre Janet, Théodore Flournoy ou encore, bien sûr, Sigmund Freud, dont elle perçoit l'importance dans la compréhension des états de conscience modifiés. Pour elle, les visions, les pressentiments, les flashs intuitifs ne sont pas forcément des interventions surnaturelles. Ils pourraient aussi être des manifestations de couches profondes de l'inconscient humain, accessibles à certains individus plus sensibles ou réceptifs. Et dans cette perspective, celle qui a été surnommée Fraya ne se présente pas comme une simple prophétesse, mais comme une intermédiaire entre les forces invisibles de l'âme et la réalité tangible. Elle élabore en fait une conception subtile de la clairvoyance qu'elle considère comme un mélange complexe d'intuition, de perception extrasensorielle et de lecture fine des émotions humaines. Et c'est ce positionnement qui contribue à la rendre plus crédible auprès d'un public cultivé et éduqué. Et son cercle de fréquentation compte d'ailleurs, comme je vous le disais, plusieurs intellectuels, journalistes, scientifiques. Elle échange notamment beaucoup avec Camille Flammarion, astronome et vulgarisateur scientifique, passionné de spiritisme. Flammarion ici voit en elle une preuve vivante que les frontières entre matière et esprit restent encore à explorer. Leur correspondance, leurs discussions vont contribuer aussi à renforcer l'idée que la voyance ne s'oppose pas nécessairement à la science, mais peut représenter une forme complémentaire ou quelque chose de précurseur encore inexploré. Dans ses consultations comme dans ses écrits, certains qu'elle a laissés, Madame Fraya insiste aussi sur l'importance de l'éthique et de la responsabilité du voyant. Elle refuse catégoriquement les manipulations, condamne les charlatans, met en garde contre une vision trop simpliste, trop commerciale de la divination. Pour elle, il s'agit d'un art sérieux qui doit être exercé avec rigueur et discernement. Et ce souci de respectabilité la distingue nettement dans un milieu souvent entaché alors de scandales et de supercheries. En somme, Madame Fraya évolue sur une ligne de crête entre, comme je vous le disais, l'invisible et le rationnel, entre l'inspiration mystique et la recherche intellectuelle.
Et ce positionnement unique pour l'époque contribue à expliquer pourquoi elle a su s'imposer durablement dans des cercles aussi différents que les salons littéraires d'alors, les bureaux des politiques ou les pages de journaux scientifiques. Et elle demeure à bien des égards une figure pionnière d'un ésotérisme, je dirais, éclairé. Nous avons donc affaire à une voyante éthique. Il est question de rigueur, de respect et de responsabilité. Dans un univers où la frontière entre don authentique et escroquerie est souvent floue, Madame Fraya se distingue par une posture résolument éthique. Loin de s'adonner à un commerce aveugle du surnaturel, comme beaucoup à l'époque, elle revendique une pratique sérieuse et presque morale en fait de la voyance. Pour elle, le rôle d'un voyant n'est pas de vendre du rêve ou de faire frissonner les clients, mais c'est plutôt éclairer les possibles avec discernement et surtout humilité. Et dès ses premières apparitions publiques, Fraya s'élève contre ce qu'elle appelle les trafiquants d'angoisse. C'est pas mal comme expression ça, hein ? Ces personnes qui exploitent la détresse émotionnelle de leurs consultants pour en tirer profit. Elle dénonce les séances de spiritisme truquées, les fausses possessions, les lectures manipulatrices, ce genre de choses. Et son opposition à ces dérives n'est pas seulement éthique, elle entend aussi protéger la réputation de son art, comme elle dit, qu'elle souhaite voir reconnue comme une discipline digne d'étude et de respect. En règle générale, Madame Fraya adopte une posture de conseillère plutôt que de prophétesse toute puissante. Elle insiste en fait sur le fait que l'avenir n'est jamais figé et que les visions qu'elle perçoit ne sont en aucun cas des fatalités. Ses prédictions sont des tendances, des orientations possibles que chacun peut infléchir par ses choix et son fameux libre arbitre. Et ce refus de toute forme de déterminisme absolu est central dans sa pensée. Dans ses consultations, par exemple, elle évite soigneusement de se substituer au jugement de ses clients. Elle ne donne pas d'ordre, ne prend pas de décision à leur place. Elle se voit comme une sorte de miroir intérieur, une sorte de catalyseur de réflexion. Si par exemple une femme vient la consulter sur un mariage à venir ou un homme d'affaires sur une décision financière risquée, Fraya va leur proposer une lecture intuitive de la situation, mais ne prétendra jamais détenir une vérité ultime. Elle se montre également très prudente dans les cas liés à la santé ou à la mort. Contrairement à certains médiums sensationnalistes, elle refuse de faire des diagnostics médicaux ou de prédire des décès. Et elle a tout à fait raison. Elle estime que ces domaines relèvent des compétences des médecins ou, pourquoi pas, de la volonté du destin, comme elle dit, et qu'un voyant ne doit pas, surtout pas, empiéter sur des sphères où il risque d'engendrer anxiété, confusion ou même dépendance. Brisons-la, voulez-vous ? Chacun dans sa sphère. Et par cette posture éthique, Madame Fraya a contribué à redonner une certaine noblesse à la voyance, souvent perçue avec scepticisme ou condescendance. Elle a élevé sa pratique au rang d'un art de la conscience, comme tout à l'heure je l'ai dit, exigeant rigueur, compassion et lucidité. Et à une époque marquée par les bouleversements sociaux et les angoisses existentielles comme aujourd'hui, elle a en fait offert à beaucoup de personnes une forme de repère intérieur, non par magie, mais par sa présence et par son écoute, sa qualité d'écoute. Madame Fraya poursuit ses activités de voyance jusque dans les années 1940.
Elle meurt en 1954 dans une relative discrétion, mais son nom reste associé à l'âge d'or de la voyance française. Ses carnets de prédictions, ses correspondances et les témoignages aussi de ses contemporains continuent d'alimenter dans les cercles la fascination autour de sa personne. Et en fait, Madame Fraya fut bien plus qu'une simple voyante de salon, vous l'aurez compris. Elle a bâti sa légende sur des prédictions frappantes, à la fois par leur précision et leur portée. La plus retentissante reste sans doute l'annonce de la Première Guerre mondiale, comme je l'ai dit, plusieurs années avant qu'elle débute. Elle aurait déclaré à plusieurs de ses clients que, je cite, « l'Europe allait bientôt s'embraser », évoquant un conflit, je cite, « long et meurtrier », avec des nations, je cite, « englouties par le feu ». Et cette prophétie est consignée dans des carnets et rapportée par certains de ses contemporains a largement contribué à son aura une fois la guerre commencée. Autre exemple, elle aurait prédit la mort tragique de Jean Jaurès, le célèbre homme politique assassiné le 31 juillet 1914. Selon certains témoignages, elle aurait perçu, je cite, « une grande voix du peuple réduite au silence par une main armée », quelques semaines avant l'événement. À la croisée des bouleversements historiques, des croyances occultes et des grandes décisions de son temps, elle incarna pendant des décennies la fascination du public pour l'invisible. Ni prophétesse, ni imposteur, elle demeure une figure ambivalente, une femme intuitive, influente, et surtout et avant tout profondément ancrée dans les drames de son époque. Dans une deuxième partie, j'aimerais vous partager une rencontre totalement improbable et totalement impossible, mais que j'ai écrite pour vous, j'ai rédigée pour vous, entre notre Madame Fraya et une autre prédicatrice, je dirais, que nous connaissons beaucoup plus aujourd'hui, c'est Madame Soleil. Alors, de l'autre côté, effectivement, sous les projecteurs d'un monde naissant de médias, à partir du début des années 1970, on a une autre femme qui commence à faire parler d'elle, Madame Soleil, au timbre de voix familier des auditeurs de la radio à l'époque, qui montait doucement sur l'échiquier ésotérique, mêlant science astrale et bon sens populaire, avec une assurance qui charmait les foules. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tout semble les opposer. L'une, c'est une Vestale, des arcanes et du silence. L'autre, c'est la prêtresse solaire, d'un zodiaque mondain. Et pourtant, c'est dans une arrière-salle, disons, boisée d'un cercle hermétique de la rue Saint-Honoré, lors d'un colloque confidentiel sur les influences planétaires et les sciences occultes, que j'ai fait en sorte qu'elles se rencontrent. Nous aurons donc deux visions du mystère, deux époques, deux femmes, réunies par un appel plus ancien que les étoiles elles-mêmes. Chers confrères des étoiles, ou devrais-je dire des constellations médiatiques, vous étiez attendus sur les ondes, mais me voilà heureuse de vous retrouver dans cette antre où le temps ne compte plus. Et vous, chère Fraya, prêtresse de l'ombre lucide, vous voilà descendue du siècle des plumes et des prophéties, telle une comète traversant l'infini. Quel honneur de converser avec celle qui vit la guerre avant qu'elle déploie ses tentacules. Les visions sont comme les parfums du rêve. Elles montent sans prévenir, enveloppent l'esprit et parfois suffoquent. Mais dites-moi, vous qui scrutez les éphémérides sur Europe 1, que voyez-vous dans les transits de notre temps ? Regardez, chère Fraya, Uranus en Gémeaux commence à faire parler de lui avec sa dissonance. Carré à Saturne en Poisson, il exacerbe les ruptures mentales
les accélérations technologiques, mais se retrouve en manque total d'ancrage émotionnel. Le mental fuse, mais sans boussole. Je le ressens comme un orage sur le plan mental. Les pensées tournent vite, trop vite. Les gens veulent tout comprendre, tout déconstruire, sans intuition. Ce carré à Saturne n'est-il pas aussi un appel à structurer un nouveau langage? Exactement. Ce carré invite à une syntaxe de l'invisible. Saturne demande de canaliser la fulgurance uranienne, d'en faire un savoir, pas seulement une étincelle. Et voyez Mercure, maître des Gémeaux, rétrograde dans le même signe, comme un clin d'œil cosmique. Durant un rêve, j'ai vu des bibliothèques qui s'effondraient, les mots se dissolvaient dans l'air numérique. Il n'y avait plus de grammaire du sens. Mercure rétrograde ici semble nous dire « reviens à l'origine du verbe ». Et que dire de Neptune à 29 degrés en Poisson? Ce degré anéantit les repères. Il dissout les frontières du réel comme un acide mystique. L'individuel fond dans le collectif, parfois jusqu'à l'illusion. Nombreux sont ceux qui confondent canalisation et projection. 29 degrés des Poissons. Le degré de la grande absorption, c'est là que l'âme veut se fondre, fuir l'incarnation. Mais c'est aussi là que se logent les faux prophètes, ceux qui parlent au nom de l'un, sans être passés par le deux. Cela me rappelle les grands cycles, le retour de Pluton en Verseau. Chaque passage, tous les 248 ans, annonce un bouleversement de l'ordre collectif. Révolution française, réseau numérique et, demain, peut-être, les consciences partagées. Verseau, signe d'air fixe, le paradoxe même, visionnaire mais rigide, altruiste mais doctrinaire. Pluton y instille une mutation radicale des idéaux. L'astrologie elle-même devra se réformer, quitter le folklore pour revenir à l'architecture céleste. Oui, nous devons enseigner la structure, les maîtrises, les dignités, les transits lents, les progressions, les synastries. Cessez de lire les horoscopes comme on lit la météo. L'astrologie est une science sacrée du temps, pas une distraction du dimanche. Et pourtant, seule une âme initiée peut entendre la vibration des aspects. Un carré n'est pas une malédiction, un trigone pas une garantie. Tout dépend de la conscience qui les traverse. Vous parlez comme notre ami Dein Rudyard, l'astrologie humaniste évolutive, celle qui révèle la structure du mythe intérieur. Et vous, Madame Fraya, sans thème natal, vous avez toujours senti les mouvements planétaires dans vos chairs? Je n'ai jamais eu besoin de voir les astres, je les entends. Chacun parle par le biais d'une fréquence. Le carré crie, le sextile murmure, l'opposition accuse, et le grand trigone, lui, endort parfois. Vous savez, Fraya, lorsqu'un consultant entre dans mon cabinet, je commence toujours par son heure exacte de naissance. Pas une seconde de flou. Le ciel est un horloger scrupuleux. À 10h02, l'ascendant peut basculer et tout le destin avec lui. Ah, l'heure précise. Vous autres astrologues êtes si attachés à la mécanique céleste. Pour moi, l'heure importe peu.
C'est le chant vibratoire du consultant qui me parle. Dès qu'il entre, je capte les courants, un parfum d'angoisse, un frisson dans la nuque, un écho dans la gorge. Cela ne ment jamais. Cela dit, vous êtes parfois dans le flou artistique, tandis que moi, je montre la carte du ciel, les transits, les maîtrises. Quand j'énonce Mars en maison 8, carré à Vénus natale, il y a conflit entre désir et peur de la perte de l'autre. C'est là, noir sur blanc. Moi, je ne dirais pas conflit, mais plutôt vous rêvez de passion, mais vous vous punissez de l'avoir désiré. Je ne décris pas les planètes, je lis l'âme. Vous offrez la structure, moi, l'intensité du moment. Je peux annoncer le mois prochain, un homme aux chaussures vernies noires vous proposera un pacte. Méfiez-vous, et il arrive exactement comme je l'ai vu. Précieuse votre vision, mais parfois trop dépendante de votre canal. Et si ce jour-là, vous êtes indisposé, fatigué, le thème, lui, ne ment pas. Il m'offre une architecture stable, une base sur laquelle bâtir une stratégie de vie. Il y a un pouvoir immense dans la prévision cyclique. Certes, mais combien viennent me voir après vous avoir consulté? Vous leur avez montré leur carte, oui, et moi je leur dis ce qu'ils n'osent pas nommer. Je pénètre ce qu'aucun transit ne peut formaliser, une trahison non dite, une âme qui pleure un enfant jamais né. Le cœur, Madame Soleil, le cœur. Vous avez raison, un thème sans conscience, c'est un labyrinthe sans Ariane. Ensemble, peut-être que vos visions et mes calculs pourraient guider plus justement. Vous décrivez la forêt, je trace la carte. Vous sentez le feu, je donne la boussole. Nous ne sommes alors pas antagonistes, mais nécessaires l'une à l'autre, comme la Lune et Saturne, l'intuition et la structure. Je vois le torrent, vous voyez le lit de la rivière. Vous entendez les silences, moi je les mesure. C'était Madame Fraya, la femme qui a prédit la Première Guerre mondiale, avec les voix de Janine Milange, Madame Fraya, et Praskova Praskova, Madame Soleil. Mes sources et références sont les suivantes. L'ouvrage de Simone de Tervagne, intitulé Madame Fraya m'a dit, les confidences de la plus grande voyante du siècle, 1955, divers articles de presse et le site incontournable ina.fr.